Bonsoir Amélie Oudéa-Castéra. Bonsoir. L'interview de ce Autrement dit, il est 19h40. On vous a fait patienter un petit peu, mais... Le contexte le nécessite. Le contexte le nécessitait. Je vous présente Camille Girard qui va vous interviewer avec moi. Première question, le sport féminin vit un jour un peu particulier puisque une femme, vous avez été élue à la tête du CNOSF, bon, vous succédez à une femme, mais pour la première fois, une femme a été élue aujourd'hui à la tête du CIO, Madame Coventry, une Zimbabwéenne. Absolument, une grande championne, une grande leader, et c'est effectivement un jour important puisque c'est la journée olympique, et en cette journée olympique, ce passage de témoin de Thomas Bach à Kirsty Coventry est un très beau symbole inspirant pour les femmes du monde entier. Alors, journée olympique parce que c'est un anniversaire. Absolument. C'est l'anniversaire de la naissance du CIO. Cette journée olympique, elle est maintenant inscrite dans la charte olympique. Elle est célébrée depuis 1948. Et c'est une journée dans laquelle on met à l'honneur le sport, on encourage la pratique sportive, on fait découvrir les valeurs de l'olympisme. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette journée, en ayant différents déplacements de terrain aux côtés d'élus locaux. Nous avons pu récompenser, remercier pour leur implication dans les Jeux olympiques et paralympiques, auprès d'élèves du primaire, de quatrième, auprès des différentes fédérations, et en mettant aussi à l'honneur la dimension internationale de la diplomatie sportive, avec cette envie que plus que jamais le sport puisse être cet espace de rapprochement des peuples autour de valeurs universelles. C'est aussi ça le message de l'olympisme. Alors les valeurs c'est bien, mais les budgets c'est pas mal aussi, Camille. Oui, exactement. Il y a d'ailleurs eu un rapport de la Cour des comptes aujourd'hui, presque un cadeau qui a été fait pour vous en cette journée olympique. Les comptes du comité d'organisation ne sont pas exactement les mêmes que celui du rapport de la Cour des comptes. Vous, en quelques mots déjà, comment vous avez reçu ce rapport ? Ce rapport, c'est un travail utile, puisqu'il retrace toutes les dimensions du projet, en prenant l'angle de l'action de l'État et des collectivités publiques. Et ce rapport, déjà, il montre l'ampleur du travail qui a été mené par ces acteurs au service de la réussite des... Le point, c'est aussi le coût, les 6 milliards. Il confirme que c'est une grande réussite. Et moi, je souligne que, ce qui est assez d'ailleurs rare dans les rapports de la Cour des comptes, il n'y a ni dérive dénoncée, ni mise en avant de dépenses somptuaires ou de dépenses injustifiées. C'est suffisamment rare pour le noter. Et la Cour s'est livrée à un travail qui est très exhaustif, qui est même sans doute trop exhaustif, Pourquoi trop ? avec une logique de coût complet, où finalement elle additionne un peu des choux et des carottes, des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Elle ne met pas du tout en regard de ces coûts les retombées positives. Donc oui, c'est la critique de Tony Estanguet. 7 milliards d'euros pour la seule région Île-de-France. D'ailleurs, sur ce point, vous êtes d'accord avec Tony Estanguet qui, lui, a critiqué en partie ce rapport de la Cour des comptes en disant, voilà, l'impact économique positif des Jeux n'est pas pris en compte. Va au-delà des coûts. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il liste des dépenses d'investissement, mais sans mettre en regard de ça la qualité pour la collectivité de l'héritage associé à ces investissements. Et ensuite, ils ont une approche de coût complet, mais qui est trop large, qui va inclure, y compris les droits TV de France Télévisions, des dépenses qui sont même hors du champ des administrations publiques, SNCF, RATP, qui ne comptent pas les recettes qui sont associées à certaines dépenses sur, par exemple, les renforts d'offres en matière de transport. Ils comptabilisent, dans un domaine que je connais bien, le sport, par exemple, plus de 250 millions de dépenses de réfection sur des infrastructures sportives, alors que seuls 20 millions de ces dépenses ont été une utilisées assiette trop large pour les donc Jeux. Si et voilà. Et je pense qu'on reprend un petit peu à se faire peur. Ils ne trouvaient pas, par ailleurs, justement, à dénoncer des dérives. Donc, ils ont un petit peu forcé l'addition. Une petite mauvaise foi de la Cour des comptes, alors, si on comprend bien. On va dire qu'ils jouent un peu à se faire peur. Vous avez dit aussi, au moment où vous êtes arrivé à la présidence du Comité national olympique français, que c'était un moment historique. C'est entre deux JO. Il va y avoir les JO 2030. Et que donc, c'était jamais arrivé dans notre pays et que c'était une occasion formidable pour le sport. Je vous cite, une opportunité pour bouger les lignes du sport en France. On a envie aussi d'y croire avec vous, mais on va reparler budget. Le budget n'est pas là. Le budget
n'est pas présent. Il y a d'ailleurs eu une mobilisation fin janvier des sportifs, 425 athlètes, et pas n'importe qui, Teddy Riner, Batum, voilà. Ils étaient 425, ça ne va pas. On nous a fait des promesses à nous, les sportifs, en disant les JO, c'est formidable, on va croire au sport en France, et le compte n'y est pas. Absolument, il y a eu une série de déceptions sur le plan budgétaire. Vous-même, vous avez été déçu ? Bien sûr, dans la construction du budget, avec une baisse qui était initialement de 15%. Grâce à la mobilisation des athlètes et de certaines fédérations, cette baisse, elle a pu être amenée à moins 6%. Oui, finalement, le Sénat a compensé. Il y a plus de 180 millions d'euros de crédits qui ont été annulés. Il y a ensuite eu une réserve de plus de 20 millions qui a été annulée. Il y a ensuite eu des mécaniques de gel, des dispositifs qui ont été démantelés. Ça a été amélioré, mais Amélie Oudéa-Castéra, le sport le budget en France pour le sport aujourd'hui, c'est 0,15% du budget de la nation. Donc on a envie de vous croire quand vous portez l'enthousiasme olympique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce budget, à minima, doit être sanctuarisé. Vous venez de le dire, il est déjà bas. Et en plus, ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que si on coupe les budgets du sport, on le tue, alors que ça ne résout rien à l'équation globale des finances publiques, puisque l'épaisseur du trait n'est même pas au rendez-vous. Vous êtes ami avec le président de la République. Moi, je veux souligner que 1 euro investi dans le sport, les études économétriques le montrent aujourd'hui, c'est 13 euros économisés par la collectivité. Ce qui veut dire que couper les budgets du sport, c'est en réalité contre-productif pour nos équilibres de finances publiques. Mais vous y croyez complètement. Vous avez d'ailleurs une formule que je trouve assez intéressante. Vous dites, il faut que nous passions d'une nation de grands sportifs à une grande nation sportive. Absolument. Sauf que, de nouveau, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a un blocage. Non mais, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres, des moins 0,15%. C'est l'état d'esprit. C'est la culture française qui, finalement, même après ces JO d'été extrêmement réussis, ne s'est pas encore assez implantée dans les territoires, dans les décisions des politiques. Dans l'héritage, qui sont maintenant crantés, mais il y a des déceptions. Et justement, le sens de mon engagement, c'est vraiment de repartir au soutien du sport français. Je voudrais que les budgets du sport public soit sanctuarisé, et je voudrais ensuite qu'on arrive à aller chercher de nouvelles sources de financement avec des sponsors, avec des mécènes, avec de nouvelles mécaniques de financement pour transformer les modèles économiques du sport, faire appel à des mutualistes, faire appel à des banques publiques d'investissement pour aller chercher ces ressources qui seront des ressources fondamentalement bien utilisées pour la collectivité. Vous avez été ministre du Sport, je vous rappelle. Oui, et d'ailleurs, à mon époque, les budgets étaient au maximum. Mais vous étiez bonne, mais Marie Barsac, elle défend pas ses... Marie Barsac fait le maximum pour défendre ses budgets. Vous ne me verrez jamais tenter d'affaiblir un ministère des Sports. Je considère quand vous dites de mon temps, c'était autrement, ça y ressemble un peu. C'est vous qui me posez la question. Oui, je vous réponds factuellement. Voilà. À l'époque, les budgets étaient portés. Et il faut que ça continue. Marie Barsac, elle mobilise une énergie énorme pour le faire. Il faut convaincre Bercy. C'est en ce sens que moi, je veux l'aider. De la même manière que je dis qu'on a besoin aussi de partenaires économiques, de partenaires institutionnels, d'entreprises de toute taille pour nous aider à donner au sport la place qu'il mérite dans notre pays. Ce sera des économies et ce sera une nation plus unie, plus forte. Alors, votre budget, c'était aussi en préparation des Jeux Olympiques. Et donc, c'était un budget du ministère des Sports qui était plus favorable. Il y a un autre rapport dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui. C'est celui du syndicat enseignant de la SNEP-FSU. Une enquête qui est centrée sur les collèges et les lycées et qui attaque en règle les politiques public en matière de l'écart qu'il y a entre les discours et ce qui se passe concrètement dans nos établissements scolaires, ce qui se passe concrètement dans la qualité aussi des gymnases, des équipements sportifs pour nos enfants. C'est un sujet de Florence Bourquilla. Carton rouge pour le sport à l'école à cause de gymnases indignes des élèves. Tel est le diagnostic du Gymnascore, une enquête menée par le syndicat SNES-FSU auprès de 4000 enseignants d'éducation physique. Un gymnase sur 2 pose problème, trop loin, trop vétuste ou carrément inexistant. 1 sur 7 n'offre aucun accès à une piscine, ce qui empêche les élèves d'apprendre à nager, et les quartiers populaires et ultramarins sont les plus mal dotés. Des gymnases situés trop loin des établissements, empiétant ainsi largement sur les 2 heures de sport par semaine,
Des salles trop petites qui obligent à instaurer une rotation des élèves, mais aussi des gymnases où l'on peut à peine pratiquer l'exercice physique. Ça peut être d'un sol pas adapté, des fuites. Alors là, dans les gymnases, on a souvent des fuites un peu partout. On a des sauts au milieu des gymnases alors que les élèves pratiquent. Et puis, c'est la question, évidemment, de tout ce qui est thermique, en tout cas de la rénovation thermique, où on a des gymnases où il fait très, très, très chaud l'été, et notamment ces derniers temps, et où l'hiver, parfois, c'est impossible de pratiquer. Le syndicat demande à l'État une loi de programmation dédiée à la rénovation et à la construction de 1000 gymnases et 1000 piscines, histoire de pérenniser l'héritage des JO de Paris 2024. Amélie Oudéa-Castéra, ce syndicat d'enseignants a une formulation un peu cash pour aussi saisir l'esprit et l'esprit des politiques. Elle dit « La VASC, c'est le seul héritage qu'on voit. C'est ça qui va favoriser la pratique du sport. » C'est polémique dans le ton, mais on voit la difficulté pour ces établissements scolaires. Absolument. Il y a des difficultés importantes sur les équipements. C'est pour ça que nous avions lancé un plan qui a permis déjà de renforcer le parc d'infrastructures sportives de proximité. 5600 terrains de sport de proximité ou équipements de proximité ont été bâtis. Là, il devait y avoir un nouveau plan pour les équipements structurants que j'avais impulsé et qui aujourd'hui doit faire l'objet de nouveaux financements. Parce que les crédits de l'Agence nationale du sport aujourd'hui finance cet effort sur 2025, mais au-delà, nous aurons besoin d'avoir l'engagement de l'État pour porter ces éléments-là, tout en devant nous-mêmes être plus intelligents dans la manière dont on envisage ces infrastructures, en les mutualisant mieux. Là, il y a un enjeu très important sur le volet d'équipement scolaire. On sait qu'un certain nombre de nos établissements ont des difficultés. Il y a aussi des enjeux de rénovation thermique, énergétique. Donc il y a en la matière besoin d'approches nouvelles, de travailler mieux avec les intercommunalités, de mieux mutualiser les approches et d'avoir une logique de long terme en faisant venir des investisseurs privés autour de la table. Amélie Oudéa-Castéra, je voudrais qu'on revienne sur les conditions de votre nomination. Vous venez d'être nommée à la tête du CNO. Élu à la tête, mais vous étiez la seule candidate. À la fin, mais pas au départ. Pas au départ, d'accord, mais à la fin. Donc c'était une élection relative. Moi, j'aurais bien aimé jouer le match jusqu'au bout. Bah voilà, mais bon, vous ne l'avez pas joué, donc vous avez été élue seule candidate. Moi, j'ai joué, mais à la fin. Très bien. Et le Canard enchaîné a divulgué cette semaine que vous aviez demandé et obtenu un salaire de 9 000 € par mois pour diriger le CNOSF. Alors, je crois que votre prédécesseuse, Brigitte Henriquez, était payée également, mais jusqu'à présent, c'était une tâche bénévole. Est-ce que vous comprenez qu'en période de disette budgétaire, cette demande de salaire important interpelle ? Alors d'abord, je ne l'ai à ce stade ni demandé ni obtenu, puisqu'il y aura en conseil d'administration... Vous n'avez pas demandé ? Non, à ce stade, j'ai simplement indiqué que moi, je m'apprêtais à exercer ces fonctions à titre principal et que je souhaitais donc que puissent m'être appliquées les mêmes règles que celles de mes prédécesseurs, sans aucune polémique, dans le respect parfait des dispositions légales, du plafond de la sécurité sociale qui est prévu pour les associations comme l'est le CNOSF. Il y aura donc, en bonne et due forme, une discussion au conseil d'administration, puis un vote soumis à l'Assemblée générale de la rentrée. Et encore une fois, ces dispositions me préexistaient. Donc Brigitte Henriquez, Denis Masseglia gagnaient ces 9 000 €. Brigitte Henriquez, ce dispositif avait été prévu pour elle. David Lapartien, qui avait d'autres rémunérations par ailleurs et qui était loin d'exercer cette fonction à titre principal, avait des rémunérations, donc n'a pas eu besoin de toucher cet argent, mais cet argent était bien prévu dans les comptes du CNOSF. Donc c'est juste continuer un régime qui est mis en place depuis plusieurs années, des débats qui ont eu lieu il y a plusieurs années et qui feront l'objet d'une autorisation en bonne et due forme, le moment venu, par les instances dirigeantes du CNOSF. Mais cette somme de 9 000 €, c'est vous qui l'avez donnée ou... Non, c'est le régime qui préexistait. Et simplement, j'indique que comme je vais, moi, voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc, c'est la continuation de ce régime auquel j'ai demandé de pouvoir avoir le bénéfice. Ça n'est en rien une nouvelle rémunération qui serait créée pour moi. Ce n'est pas loin de là. Ce n'est pas un passe-droit.
c'est en aucun cas un passe-droit. C'est un dispositif qui existe déjà et dont je demande à avoir le bénéfice parce que voilà, ça va être mon activité. Je l'ai dit dès le premier jour de la campagne pour être parfaitement transparente avec l'ensemble des électeurs, ce qui ne m'empêche pas d'être extrêmement active sur le soutien au bénévolat, d'aider en même temps la professionnalisation du statut des dirigeants sportifs là où les fédérations le souhaitent. Et encore une fois, tout ce dispositif est parfaitement légal. Il est prévu par des dispositions qui seront votées par nos instances et parfaitement transparent.